Alors, 3. Bon, bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. On est très heureux de recevoir ce soir Marie-Vonne de Saint-Pulgent pour son dernier livre, donc paru très récemment chez Gallimard. Il s'appelle Les musiciens et le pouvoir en France, de Lully à Boulez. Plus fort. Donc Les musiciens et le pouvoir en France, de Lully à Boulez. Donc on est d'autant plus content de la recevoir que pour ceux qui ne sont peut-être pas des habitués de la librairie, en fait le type de questions et de problématiques qui est posé dans cet ouvrage rejoint beaucoup d'interrogations et de questions que le grand patron donc, de la librairie, Dominique, reçoit assez régulièrement et qui concerne de manière générale les rapports entre l'art et la politique. Et bon, il y a quelques musiciens ici aussi, dans cette librairie, alors Misaki et moi-même. Donc on était d'autant plus intéressés d'avoir été conviés par Dominique pour animer un petit peu la discussion. Donc je ne vais pas en fait en dire beaucoup plus, puisqu'on m'a chargé de faire une présentation très sommaire. Donc je vais tout de suite laisser la parole en fait à Marie-Vonne de Saint-Pulgent pour nous présenter un petit peu son ouvrage. Alors merci, je suis impressionnée d'avoir des musiciens pour m'interroger là-dessus. Jusqu'ici, j'ai eu surtout affaire à des historiens, mais c'est un début. Je suis à cheval entre les deux mondes dans cette affaire. En fait, j'ai commencé... Ce livre est en réalité un très ancien projet. Il peut paraître être un ouvrage de circonstance parce qu'il sort l'année du centenaire de Pierre Boulez, centenaire officiel organisé par le ministère de la Culture. Mais moi, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près en 2000, donc il y a 25 ans. Et puis, j'ai été interrompue par d'autres projets d'écriture. Et puis aussi, j'étais obligée de poser la plume pour poursuivre ma carrière au Conseil d'État qui devenait trop absorbante. Et donc, j'ai laissé tomber cet ouvrage. Et je l'ai repris après avoir terminé mon livre sur Notre-Dame. Alors, il a été, je l'ai projeté après avoir écrit Le gouvernement de la culture, qui réfléchissait déjà, enfin qui essayait de brosser un peu les rapports en France entre le pouvoir et les artistes. C'est déjà une réflexion sur l'importance du pouvoir dans la politique culturelle française. Et j'étais déjà remontée très haut à François Ier, estimant que c'était à ce moment-là qu'avait commencé une politique culturelle royale qui était une politique de puissance. Et non pas simplement un mécénat princier, comme on le connaît depuis toujours, depuis Auguste, depuis la figure d'Auguste conseillé par Mécène. Et dans la foulée de cette réflexion, ayant par ailleurs et dans d'autres fonctions travaillé sur... le Centre Pompidou, où j'ai fait mon stage ENA en 1974, pendant un stage passionnant de 6 mois, au moment où Georges Pompidou est mort, où Jacques Chirac a sauvé le projet que Valéry Giscard d'Estaing voulait supprimer, et où se construisait l'IRCAM. Et donc j'avais vécu cette aventure, qui m'avait d'ailleurs inspiré le chapitre sur les grands projets présidentiels du gouvernement de la culture, puisque j'avais vécu de l'intérieur un grand projet présidentiel, et j'avais vécu vraiment de l'intérieur la façon dont le pouvoir au plus haut niveau, tout d'un coup, intervient dans le domaine culturel. Ça, c'était la construction du Centre Pompidou, une construction extrêmement complexe et qui comprenait ce volet musical. J'avais pu observer de près les rapports entre l'équipe de l'IRCAM et celle du Centre Pompidou et observer déjà un certain nombre de comportements qui m'avaient un peu étonnée. Donc, ayant ensuite contrôlé les comptes de l'IRCAM pour la Cour des comptes, j'étais descendu un peu plus dans la mécanique de l'IRCAM et j'avais écrit un article sur Boulez dans Le Point qui avait fait un certain bruit, qui s'appelait le système Boulez, où j'ai essayé de découvrir, de montrer comment s'était construit le pouvoir de Boulez sur la politique musicale en quelques décennies. Ayant écrit Le gouvernement de la culture, je me suis dit, j'avais comparé dans cet article, j'avais dit que Boulez était au fond la réincarnation de Lully, surintendant de la musique de Louis XIV. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais est-ce que c'est si vrai qu'entre Lully et Boulez, il n'y a eu personne, aucune autre réincarnation de la figure du surintendant de la musique?
Et finalement, c'est pour démonter cette impression première que j'avais eue que j'ai écrit ce livre, pour montrer qu'en réalité, il y avait un continuum entre la figure du compositeur de Louis XIV, qui en a d'ailleurs eu deux, hein, pas seulement Lully, mais aussi de Lalande, Michel Richard de Lalande, qui a été le grand maître de la musique religieuse française, style français. Parce qu'il y a un autre grand maître de la musique religieuse française, style italien, qui est Charpentier, Marc-Antoine Charpentier. Donc je me suis intéressée aux jalons, enfin aux différentes étapes de ces noces de la musique et du pouvoir, des compositeurs exactement, et du pouvoir, avec des périodes choisies dans notre histoire politique, mais correspondant aussi, ayant des compositeurs un peu représentatifs de cette figure du compositeur politique. Tous les compositeurs français n'ont pas été des compositeurs politiques, tous les compositeurs politiques français n'ont pas été de grands compositeurs, enfin des grands génies. Certains d'entre eux n'ont pas été français d'ailleurs. Lully, par exemple, bon, qui est devenu français, mais qui ne l'est pas à l'origine. Mais il y a une espèce quand même d'histoire propre à la France, de ce rapport tout à fait particulier entre le pouvoir politique au plus haut niveau, où les lieux de pouvoir auxquels il délègue, où il laisse exercer le pouvoir musical, et certains compositeurs. Alors pourquoi d'ailleurs commencer Louis XIV, puisqu'au fond, dans le gouvernement de la culture, j'avais fait remonter à François Ier l'invention de cette politique artistique de puissance, parce que François Ier, en fait, a travaillé avec les artistes peintres, sculpteurs, émailleurs, etc., et beaucoup avec le milieu intellectuel, enfin les humanistes, mais pas avec les musiciens. Et c'est Louis XIV qui commence, et qui commence avec les musiciens, d'abord parce que c'est un musicien lui-même. Il joue de la guitare, qui est l'instrument espagnol qu'il a appris avec sa mère, et c'est un danseur, et un grand danseur, le premier danseur du royaume, dit-on. Enfin, il y a une certaine flagornerie, mais enfin, c'était incontestablement un très bon danseur et un très bon musicien. Et il avait un goût musical extrêmement sûr. Mais il reprend le projet de François Ier, qui est un projet d'affirmation de la puissance artistique de la France, du soft power, comme on dit aujourd'hui, mais par l'art, puisque l'ambition de François Ier et de ses successeurs est de démontrer la supériorité artistique de la France sur la mère des arts qu'est l'Italie. C'est à ce moment-là que la devise de la France, qui était mère des armes et des lois, devient mère des arts, des armes et des lois. L'ambition de la France de succéder à Rome, qui elle-même succédait à Athènes, à la Grèce. Voilà. Et c'est Joachim du Bellay, hein, dont on a parlé récemment, qui rappelle cette ambition de François Ier après sa mort. François Ier avait réussi, avait entrepris de l'affirmer à travers les arts plastiques, et Louis XIV va l'affirmer aussi à travers la musique. Et en outre, il prend là le contre-pied de celui qui a été son mentor, son éducateur et son parrain, qui est le cardinal Mazarin, qui avait, lui, entrepris de convertir les Français à la musique en important les musiciens italiens. Pour Mazarin, qui a travaillé avec les Barberini, qui sont des grands mécènes musicaux italiens, il n'y a que la musique italienne. Or, il crée une réaction nationaliste hostile à l'arrivée, l'invasion de la cour par les musiciens italiens. Ça va pas faire partie des griefs qui vont lui être articulés pendant la Fronde. Donc Louis XIV prend le contre-pied direct de cette politique, chasse les Italiens de la cour, n'en garde qu'un qui est Lully, parce que Lully a compris avant tout le monde que le roi voulait créer la musique française, et donc construit avec Lully ce qui sera l'opéra français, la tragédie lyrique. Alors, il crée pour cela la première des institutions académiques royales, qui est l'Académie de danse, qui deviendra ensuite l'Académie de danse et de musique,
puis ensuite l'Opéra de Paris. L'Académie qui porte encore sur le fronton de la Palais Garnier son nom d'origine, l'Académie royale de musique et de danse. C'est la première académie créée sous la protection du roi, puisque l'Académie française, qui est créée avant, n'a que la protection du Premier ministre, le cardinal Richelieu. C'est donc en fait l'ancêtre de toutes les académies d'aujourd'hui. C'est l'ancêtre bien sûr de l'Académie des Beaux-Arts. C'est significatif que ça commence par la musique. Et cette création des académies est très importante parce qu'elle restructure le paysage professionnel des artistes. Elle sera suivie ensuite de la création d'académies de peinture, de sculpture, tout ça sous la protection royale. Le système de l'académie permet aux élus, qui sont choisis par le roi, d'échapper à la puissance des corporations médiévales, de pouvoir enseigner leur art et l'exercer et aussi le perfectionner. L'Académie de danse et de musique a pour objet de perfectionner son art, exactement comme l'Académie française a pour objet de perfectionner le français. C'est la même mission. Mais en outre, ils échappent. Alors, ça commence par les danseurs. Les danseurs étaient sous la responsabilité de la corporation des violons. Ceux qui tiraient le violon dans les balles, d'où le lien entre la danse et le violon. Et c'était des corporations qui avaient des compétences purement géographiques. Il y avait la corporation parisienne, la corporation lyonnaise, etc. Ils n'avaient pas le droit d'exercer en dehors de ce cercle. Et par ailleurs, ils devaient passer un exercice de maîtrise qui était examiné par les chefs de la corporation. Les académiciens échappent à tout ça. Ils peuvent exercer dans tout le royaume. Ils enseignent librement leur art et ils sont placés sous l'autorité directe du roi. Donc ils troquent, en réalité, ils échappent à la tutelle des corporations, mais ils acceptent la tutelle du roi. Et dans l'opéra, ça ira très loin, puisque la tragédie lyrique qui est un instrument de propagande qui a pour mission de chanter la louange du roi et de sa politique et d'expliquer sa politique, tout sera surveillé de près par la cour et par une autre académie qu'on appelle la Petite Académie, qui est dirigée par Perrault et surtout qui est surveillée par Colbert. Cette Petite Académie qui regarde tout ce qui est écrit sur le roi, les légendes, les médailles, etc. C'est l'ancêtre, elle, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cette Petite Académie suit de près, et du début jusqu'à la fin, le projet d'opéra, son thème, sa versification, qui écrit le poème, et surveille pas la musique parce qu'ils ne sont pas compétents, mais très clairement, c'est placé sous le contrôle très étroit du roi. Et encore une fois, c'est un outil de propagande royale. Et par ailleurs, comme l'explique Louis XIV dans un texte très très important à son fils le dauphin, la politique des divertissements est une politique très très politique. Le roi explique que d'abord, elle permet d'employer la noblesse à autre chose qu'à fronder. Il ne faut pas oublier que le règne de Louis XIV succède à une très grande mesure de révolte. De distraire le peuple, de fronder aussi, de son côté, il y a eu une fronde populaire, et par ailleurs de démontrer aux ennemis de la France que même en état, par exemple, de guerre, la France est assez riche et prospère pour avoir une grande politique de divertissement. Voilà, donc c'est vraiment une politique très importante. Alors, j'ai passé un peu de temps sur cette politique. Donc la tragédie lyrique aura pour objet de supplanter l'opéra italien. Et par ailleurs, lorsque le roi se convertit spectaculairement et devient le roi très chrétien, fréquente la chapelle, etc., il va laisser gérer l'opéra par son fils, le grand dauphin, et il va faire la même opération avec la musique religieuse pour faire du grand motet versaillais la forme rivale de la messe italienne, qui est une forme italienne. Voilà, le deuxième musicien sera donc de Lalande. Voilà, donc c'est comme ça que l'histoire commence. Et ensuite, elle va se poursuivre sous les différents régimes politiques qui vont se succéder, avec des lieux de pouvoir qui changent, des politiques qui évoluent, mais toujours cette espèce de continuité, cette spécificité française qui fait que la musique est un art politique. Et par ailleurs, les musiciens ont besoin tout particulièrement du pouvoir parce que produire la musique, c'est cher. C'est l'art le plus coûteux. La musique n'existe pas si elle n'est pas représentée. Or, elle mobilise des moyens
humain très important et par conséquent financier très important. Et souvent, le mécénat privé, selon la forme que choisit le compositeur, si vous prenez le cas de Berlioz, qui est un compositeur qui emploie de très très grandes formes orchestrales, un nombre considérable de musiciens, c'est en dehors des moyens des mécènes privés. Il a absolument besoin des structures institutionnelles pour pouvoir représenter sa musique. Ça va être d'ailleurs le drame de Berlioz. Si on compare par exemple la carrière de Berlioz et celle de deux de ses contemporains, qui sont aussi de grands compositeurs comme Chopin et Liszt, ils jouent eux-mêmes leur musique, Chopin et Liszt. Alors Liszt va écrire pour la symphonie, Chopin jamais, hein. Mais ils se produisent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin du pouvoir. Berlioz en a impérativement besoin. Donc toute sa vie, Berlioz va la passer à courir après ce qu'il a appelé lui-même une dictature musicale qui lui donne des moyens de rassembler ces dizaines et même centaines de musiciens pour exécuter sa musique. Mais des choix différents peuvent être faits. Mais il est évident que l'importance de l'opéra dans l'histoire de la musique française, c'est tout de suite nécessairement un lien ontologique avec le pouvoir politique. D'ailleurs, l'opéra est une institution politique. Je me suis intéressée par exemple à la période de la Révolution. La Révolution proclame la liberté des théâtres et rétablit immédiatement, au vu du désordre que ça a produit, une censure sur ce qui se passe sur les théâtres. Et les deux théâtres, et les trois théâtres en fait lyriques, il y a deux théâtres d'opéra comique, il y a l'opéra comique proprement dit, celui qu'on connaît aujourd'hui, et puis ce qu'on appelle à l'époque le théâtre Feydeau, qui est dirigé d'ailleurs par un Italien, qui est Luigi Cherubini. Il fait partie de ces Italiens qui se sont francisés et qui appartiennent à l'histoire de la musique française. Hein. Favart est un opéra, est une scène révolutionnaire, gentiment robespierriste, je dirais. Hein. Enfin, on couronne quand même Marat, tout ça. Mais il va très bien se convertir après Thermidor. Mais enfin, elle est républicaine. Elle représente donc des opéras républicains, fait de la propagande pour les idées de la Révolution. En revanche, le théâtre Feydeau est muscadin, comme on dit à l'époque. On y chante des chants contre-révolutionnaires et finalement, le gouvernement demandera au général Bonaparte, qui est général à Paris, de fermer Feydeau. Il est chargé à la fois de réprimer les émeutes dans les rues de Paris, éventuellement en tirant sur les émeutiers, et aussi de fermer le théâtre Feydeau qui ne soutient pas la Révolution. Par exemple, vous voyez, un art politique. L'Opéra de Paris, lui, il est suspect parce que il continue de mettre à l'affiche des rois et des empereurs, et puis bon, il n'est pas très chaud, enfin, il n'est pas... Voilà. Mais le vrai théâtre révolutionnaire, c'est l'opéra comique. Et sous Napoléon, sous le Premier Empire, on a beaucoup raconté et souligné que Napoléon, à Moscou, s'était occupé du statut de la Comédie Française, mais comme toujours en France, on oublie l'histoire de la musique. Donc il n'y a pas que le statut de au fond de la Comédie Française, il s'en occupe peu. Il s'occupe de son statut. Par contre, l'Opéra de Paris, il écrit tous les jours au comte de Rémusat, qui dirige sa maison et qui donc a la tutelle de l'opéra, ce qui doit être représenté chaque soir à l'Opéra de Paris, à l'Opéra comique et au troisième opéra officiel, qui est le théâtre italien, enfin... qu'on appelle le théâtre de l'impératrice, mais que tout le monde appelle les Italiens. Stendhal, il passe son temps, il ne va jamais ailleurs, mais il est tout le temps fourré aux Italiens. Et donc, il décide de tout ce qui est affiché chaque soir, de là où l'impératrice doit aller, doit se montrer avec la cour ou pas, comment elle se coiffe aussi et se robe. Et puis, il envoie sa police surveiller ce qui se dit dans les salles, parce que c'est là qu'on entend l'ambiance, l'atmosphère. Voilà. Et par ailleurs, il va, exactement comme Louis XIV, commander des opéras destinés à expliquer sa politique, à préparer l'invasion, enfin l'occupation de l'Espagne, l'Égypte, etc. Et il va avoir des musiciens officiels. Alors pourquoi aussi il a un théâtre italien? C'est pas seulement parce qu'il aime la musique italienne, il est à demi italien quand même, mais c'est parce qu'il est roi d'Italie. Il est empereur de Français et roi d'Italie. Il a les deux couronnes. Et donc il aura 4 musiciens officiels, 2 Français, 2 Italiens. L'un des Italiens étant Spontini, qu'admirait beaucoup Berlioz. Et parmi les 2 Français, il y a Le Sueur, Jean-François Le Sueur, qui est le maître de Berlioz. C'est dans sa classe que Berlioz apprendra la composition au Conservatoire de Paris. Et c'est Le Sueur, c'est celui qui passe le témoin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, c'est-à-dire celui qui fait le pont entre la fin de l'Ancien Régime et la période romantique Berlioz.
Mais le grand opéra qui va succéder à la tragédie lyrique, le grand opéra français, dans lequel vous trouvez des noms étrangers prestigieux, comme Meyerbeer, qui a été une très grande célébrité de l'opéra au XIXe siècle, qui était un juif allemand. Il a écrit des grands opéras, les Huguenots, etc., des opéras qui ont été des succès immenses, et qui sont aussi des opéras politiques. Il y a eu d'ailleurs tout un livre là-dessus, sur le caractère politique du grand opéra, et ça va être un genre en soi, hein, qui va succéder à la tragédie lyrique, même si en réalité le genre qui a le plus circulé, le genre français de lyrique qui a le plus circulé, qui a été vraiment un modèle européen, et qui reste aujourd'hui le genre dans lequel ont été créés les grands opéras qui sont toujours, les grands opéras français qui sont toujours au répertoire, c'est en réalité l'opéra comique. C'est celui-là qui a finalement eu la gloire européenne et qui a laissé les plus grandes traces dans l'histoire de la musique internationale, pour le coup, puisque vous y trouvez aussi bien Carmen, les contes d'Hoffmann, Péléas et Mélisande, l'heure espagnole de Ravel, enfin, et d'autres que j'oublie. Et le dernier opéra français rentré au répertoire international, non, ça c'est pas le cas. Dialogue des Carmélites, ça a été créé à Monte-Carlo. Hein, voilà. Mais et donc l'opéra joue un rôle considérable dans l'histoire de la musique française, et c'est par essence le genre politique. Mais la politique ne va pas s'arrêter là, parce que vous avez d'abord, il ne faut pas oublier la contribution très importante des musiciens entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe à l'évolution des idées politiques. C'est-à-dire ils ont été aussi des acteurs politiques. À la fin du XVIIIe, ils adhèrent massivement à la franc-maçonnerie qui leur permet de trouver une forme d'égalité avec qui était leur patron. Hein. Ils fraternisent avec les princes et les grands seigneurs à l'intérieur de la maçonnerie. Alors c'est largement une illusion, mais enfin quand même, ils s'appellent frères, quoi. Et surtout, la musique joue un rôle très important dans le rituel maçonnique. Et d'ailleurs, la participation des musiciens français au rituel maçonnique va modifier la couleur de l'orchestre français, avec une place très très importante accordée au cuivre, qui n'était pas du tout le cas de la musique française baroque classique. Et par exemple, la présence des trombones chez Berlioz, c'est évidemment un legs de la maçonnerie, à travers toujours le sueur. Hein. C'est cet instrument intérieur, plus l'importance de la musique de plein air. Hein. Vous trouvez tous ces musiques de plein air qui se développent beaucoup sous la Révolution. Et donc, les musiciens sont massivement francs-maçons, les musiciens français sont massivement francs-maçons à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une loge entière qui est peuplée par les musiciens de l'opéra, une loge entière, parce qu'ils sont maçons à 90%, et le chef de la maçonnerie musicale, c'est Gossec. Gossec, qui est un personnage très très intéressant, c'est lui qui commence à créer les premiers concerts publics à la fin du XVIIIe siècle, c'est un entrepreneur. C'est aussi un musicien qui a travaillé à la suite de Rameau dans le salon des grands fermiers généraux mélomanes qui est la Pouplinière, et qui a travaillé pour l'opéra aussi, et qui pense avoir terminé sa carrière quand éclate la Révolution, ce qui va lui procurer une deuxième carrière, on va l'appeler le tireté de la Révolution, et il va faire partie du trio d'organisation des fêtes révolutionnaires, qui comprend l'homme des décors qui est David, l'homme des textes qui est Chénier, Joseph-Marie Chénier, pas André, et l'homme de la musique qui est Gossec. Et la musique joue un rôle extrêmement important parce qu'elle véhicule la propagande révolutionnaire. Il y a une version, la musique des fêtes a une version savante, chantée par les professionnels, et une version simplifiée qu'on fait chanter au chœur en chœur au peuple, pardon, et qui est, le peuple répète par escouade, encadré par les musiciens du conservatoire. Autre création de la Révolution qui succède aux maîtrises des cathédrales, puisque voilà, on met fin à la formation religieuse, et donc on va créer le conservatoire, qui aura cette fondation républicaine très forte, qui gardera jusqu'au XXe siècle. Et donc, avec une détestation de la musique religieuse, d'ailleurs, qui s'installe en même temps que la Révolution, et qui va là aussi façonner l'histoire de la musique française au XIXe siècle.
Les musiciens ont participé de façon intense à la Révolution. Gossec s'est un peu compromis avec Robespierre, donc après Thermidor, il est mis un peu de côté. Hein. On lui dit de s'éloigner un peu, d'avoir moins de commandes. Et le grand musicien qui lui succède, c'est Méhul. Méhul, c'est l'auteur du Chant du départ. Hein. Ce sera aussi un des musiciens officiels de Napoléon. Et parce que tous ces musiciens, vous savez, il y avait une caricature, des caricatures au XIXe siècle qui parlaient des girouettes à propos des députés, vous savez, qui traversaient les régimes. Il y a beaucoup de girouettes chez les musiciens, mais enfin, il faut vivre. Hein. Donc, voilà. Quelqu'un comme Grétry, par exemple, qui est un des musiciens préférés de Marie-Antoinette. Ensuite, il sera très bien vu sous la Révolution. Il est rousseauiste, d'ailleurs, ça marche, c'est très bien. Puis ensuite, il va chanter le bonheur conjugal de l'empereur et de l'impératrice, et il aura des funérailles officielles. Il a eu quelques inquiétudes pendant la Révolution parce que l'un de ses airs célèbres qui était dans un opéra sur l'évasion de Richard, l'évasion du roi Richard Cœur de Lion, la romance de Blondel qui cherche son roi en chantant « Ô Richard, ô mon roi », puis le roi lui répond derrière ses murailles, il finit par le trouver comme ça. Malheureusement, cet hymne a été utilisé par les gardes suisses pour une fête à Versailles, en remplaçant Richard par Louis, donc « Ô Louis, ô mon roi », où là, c'est devenu un hymne anti-révolutionnaire, et Grétry est parti se cacher à la campagne le temps que ça se calme. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de musiciens qui, par imprudence, se sont fait attraper quand même par les révolutionnaires. Et à l'opéra comique, malgré l'orientation républicaine du théâtre, il y a quand même une quinzaine de chanteurs ou de musiciens exécutés. Hein. Bon. Et puis, à peu près autant après Thermidor pour les gens compromis avec Robespierre. Voilà. Donc, c'était quand même... Il y avait des risques réels. Voilà. Donc, voilà. Bon. Enfin, je vais pas... En tant que musicien, ils ont été exécutés? Oui. Non, pour les raisons qui viennent d'être expliquées. Oui, parce qu'il y a par exemple une cantatrice la reine Marie-Antoinette, c'est un moment où ça devient vraiment méchant entre je ne sais plus où on en est d'ailleurs, la constituante ou l'Assemblée nationale et le roi, mais une chanteuse se tourne vers la reine pour chanter son amour pour sa maîtresse, elle se découvre et à ce moment-là, le parterre se lève, saute sur la scène et il faut que les musiciens exfiltrent la chanteuse, sinon elle aurait été égorgée. C'est ce que racontent les écrits du temps. Hein. Et il y a eu des rafles, hein. Il y a eu des gens expédiés à la conciergerie, guillotinés. Et après ça, il y a un chanteur qui était considéré comme trop proche de Robespierre et de Marat, et qui a été très sévèrement chahuté après Thermidor, et qui en est mort. Voilà. Donc oui, il y a quand même eu des victimes, hein, mais assez massivement, les musiciens ont basculé du côté de la Révolution. Qui satisfaisaient un peu leurs aspirations. Et donc, ils ont joué ce rôle politique, et en sautant beaucoup d'étapes, je peux citer le cas d'un grand musicien de la fin du XIXe siècle qui a joué un rôle à la fois politique et musical très important, qui est Saint-Saëns, qui est un peu le reconstructeur de la musique française après la défaite de Sedan, puisque la défaite de Sedan est interprétée par les musiciens exactement comme par les littérateurs, comme une défaite culturelle. Et donc, en plus, il y a eu l'incident avec Wagner. Vous savez, Wagner a commis une satire de la France après la défaite de Sedan, où il se moque de la défaite de la France. Alors là, ça a beaucoup ulcéré les musiciens qui avaient fait fête à Wagner, et même Saint-Saëns, qui était un wagnérien de la première heure, a commencé à se retourner contre Wagner. Et donc il y a eu l'idée qu'il fallait reconstruire la musique française sur les bases qui avaient été les bases d'excellence de la musique allemande, et en bannissant l'opéra, qui était un genre au fond métèque, voilà, et pas vraiment français. Et donc, Saint-Saëns crée la Société nationale de musique, et avec comme ambition de faire aux musiciens français des pièces de musique de chambre et des symphonies, c'est-à-dire ce qui a fait la force de la musique allemande. Donc reconstruire la musique française sur des bases les mêmes que la musique allemande. Alors ça ne va pas empêcher Saint-Saëns et tous les autres de faire des opéras, hein, mais enfin c'est sûr que c'est de cet élan, de cette
de ce sursaut nationaliste que naît la grande école symphonique française de la fin du siècle. Hein. Et d'ailleurs, tous les grands musiciens français qui vont émerger à ce moment-là ont été plus ou moins à la Société nationale de musique. Et Saint-Saëns est un républicain militant, voilà, bien que également musicien d'église. Hein, mais bon, voilà. Et c'est aussi Saint-Saëns qui, avec un autre musicien très politique, qui est Vincent d'Indy, qui lui est de l'autre côté, hein, il est monarchiste, ligueur, etc. Il crée la Schola Cantorum pour reconstituer les bases d'une musique religieuse, d'abord rappeler la musique religieuse et aussi remettre au goût du jour, enfin restituer la musique baroque, la musique du grand siècle, et la musique du XVIIe et du XVIIIe. Et Saint-Saëns et Vincent d'Indy, quoique de bords politiques absolument opposés, vont collaborer ensemble à la réédition des œuvres de Rameau avec un autre musicien qui est un disciple de Vincent d'Indy, un très grand musicien qui est Paul Dukas. Voilà. Donc voilà, vous avez cette contribution aussi des musiciens, de certains musiciens à la politique. Et rassurez-vous, je vais arriver au XXe siècle. Vous avez un autre moment où on voit le rôle politique des musiciens. C'est entre les deux guerres, dans les années 20 et 30. Alors j'ai plus ou moins, je me suis intéressée à un groupe de musiciens qu'on appelle le groupe des Six. Il y a eu beaucoup de groupes de musiciens. Enfin, celui est le plus connu. Il est passé à la postérité sous le nom de groupe des Six, bien qu'il n'ait jamais été que 5. Il y a toujours un 6e qui est ailleurs. Bon. Mais enfin, ils étaient 6 à cause de Cocteau. Hein. Cocteau est le 6e, si je puis dire. Bon. Donc, et on voit ces musiciens qui, au début, sont clairement soutenus par les salons, comme l'était d'ailleurs la génération de la Belle Époque, hein, parce qu'à la Belle Époque, c'est la Troisième République, la pratique du pouvoir, c'est de ne pas intervenir dans le domaine musical, et de laisser faire les institutions qui sont l'Académie des Beaux-Arts et le Conservatoire de Paris, qui forment un système, avec le prix de Rome, c'est le système qui gère la profession musicale. Mais le pouvoir lui-même, le pouvoir politique, n'intervient pas. Il finance l'opéra, il finance les grosses institutions, mais il n'intervient pas directement. Donc il y a un grand soutien des mécènes privés à la Belle Époque et ensuite dans les années folles. C'est la période des grands salons musicaux. Il y en a d'ailleurs des deux côtés, des salons aristocratiques, des salons républicains. Léon Blum, par exemple, qui est célèbre dans notre maison, un grand conseiller d'État, ministre du Front populaire, était un salonnard, il faut bien quand même savoir, un mondain incroyable, il écrivait dans les revues, il adorait la musique, l'art et tout ça, et il salonnait, mais du côté républicain. Pascal Horry a très bien décrit les salons des deux côtés, il y a des salons de gauche, des salons de droite, et alors les habiles, Fauré en est, naviguent dans les deux. Fauré, on le retrouve dans tous les salons, les républicains, les monarchistes, ils ne se fâchent jamais avec personne, et c'est comme ça qu'il fait une grande carrière, il devient directeur du Conservatoire de Paris, qui est quand même la position la plus importante qu'on puisse imaginer. Mais le groupe des Six fait toute sa période des années 20 grâce au salon des années folles, et avec les Noailles, les Faucigny du Singe, les Polignac, et font des ballets qui sont représentés dans ces maisons princières avec la collaboration des avant-gardes artistiques de l'époque. Donc ils vont travailler avec Derain, avec Picasso, avec Marie Laurencin, etc. Ça fait des illustrations dans l'ouvrage. Hein. Et donc c'est les fêtes de toutes ces créations se font soit dans les ballets russes de Diaghilev, qui sont très actifs encore entre les deux guerres, ou soit dans les ballets suédois de Rolf de Maré au Théâtre des Champs-Élysées, où Diaghilev va émigrer à Monaco, hein, ou bien au Châtelet aussi, où on crée ce ballet mythique qui s'appelle Parade, musique de Satie, décor de Picasso, et argument de Cocteau, Satie étant le père spirituel des Six. Ils ne se ressemblent pas du tout, mais enfin, ils ont décidé qu'il fallait tirer sur Ravel, donc ils prennent Satie. Satie tirait sur Ravel, donc les Six, voulant montrer que Ravel, c'est fini, c'est eux maintenant, ils prennent Satie comme parrain. Voilà. Rien à voir entre les esthétiques, mais ça fait rien. C'est des postures de conquête du pouvoir artistique. C'est des choses bien connues, chaque génération a fait ça. Donc les Six sont complètement des chéris des salons. Arrive la crise de 29, l'assèchement des financements des mécènes privés, et en même temps l'émergence de la radio, de la concurrence du disque, etc., qui fait que les emplois musicaux se rétrécissent de façon terrible.
Et donc, c'est le retour de l'État. Et ça va être le Front populaire qui va signer le retour de l'État dans la musique, avec exactement les mêmes techniques que la Révolution. La fête, les musiques faites pour le peuple, une réflexion sur le côté savant de la musique, est-ce que le peuple peut continuer, est-ce qu'il peut comprendre, est-ce qu'on doit simplifier ou pas simplifier, mais enfin avec voilà, l'aspect 20e. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir les 6 basculer, alors absolument sans aucune transition, des salons des Noailles, des Polignac, des Fossi-Ija et des Rothschild, vers le Front populaire. Ils adhèrent à la Maison de la Culture, il y en a certains même qui rentrent au Parti communiste, et ils vont tous collaborer au 14 juillet de Romain Rolland, qui est le grand parrain politique du Front populaire. Romain Rolland qui était ami de Vincent Dindy, mais enfin tout ça, bon voilà, il y a une certaine... finit par comprendre la cohérence. Et donc, ils vont voilà, collaborer aux fêtes, avoir des tas de commandes, etc. Ça a été très bien décrit là aussi par Pascal Horry dans sa thèse sur le Front populaire. Et il n'y a qu'une seule exception, c'est Poulenc. Poulenc ne va pas se rallier au Front populaire et donc il n'aura aucune commande. Hein. C'est le début de l'absence totale de tolérance du pouvoir politique pour ceux qui ne le soutiennent pas. Et donc Poulenc s'en plaint d'ailleurs, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu adhérer à la Maison de la Culture, donc il n'aura pas de commande du Front populaire. Et voilà, donc on arrive au XXe siècle. Alors au XXe siècle, c'est toute la mise en place de ce que j'ai appelé l'État-providence musicale. Il y avait un État-providence, on a un État-providence culturelle, il y en a un pour la musique. Et là aussi, c'est parce que la poursuite de l'arrivée des nouvelles technologies et de la puissance de la radio, etc., fait que, à nouveau, l'État doit intervenir alors, de façon plus forte que le Front populaire pour substituer des emplois publics aux emplois privés pour les musiciens. Ce sera tout le travail de Malraux qui crée la direction de la musique, en la confiant à Marcel Landowski et non pas à Pierre Boulez, début de la grande polémique qui va opposer ces deux compositeurs, sont tous les deux compositeurs, et ils veulent tous les deux le pouvoir. Voilà. Et donc, j'ai fait la comparaison entre ces deux figures du musicien politique, parfaitement incarné dans les deux figures vraiment totalement opposées de Marcel Landowski et de Pierre Boulez, qui vont créer chacun des institutions, mais Landowski beaucoup plus que Boulez, il faut bien reconnaître, et surtout des institutions beaucoup mieux réparties sur le territoire, parce qu'à peu près tout ce qu'a créé Boulez est logé à Paris, et a pour objet de soutenir son esthétique, alors que tout le travail de Landowski consiste à créer un tissu institutionnel sur tout le territoire, des orchestres en région, des écoles, des opéras, etc., et pour recréer un réseau complet permettant aux musiciens d'être formés, de créer leur musique et de la diffuser. Et puis ensuite, Landowski fera un autre travail à la ville de Paris, mais enfin, on sort un peu de la musique, encore que c'est lui qui ait réouvert le Châtelet, hein, et qui ait créé les conservatoires de quartier, les conservatoires d'arrondissement à Paris, puisqu'il a créé la direction générale des affaires culturelles de la ville de Paris. C'est Landowski qui le crée lorsque Chirac le recrute à ses côtés, quand Chirac est élu maire de Paris. Voilà, mais évidemment, le conflit entre ces deux personnalités a été violent, public et extrêmement médiatisé. Simplement, il faut bien le comprendre de quoi on parle. Bien sûr, ils n'ont pas la même esthétique. Ils n'ont pas du tout les mêmes choix musicaux. Mais c'est avant tout un conflit de pouvoir. C'est la question de savoir qui prend le contrôle de l'État-providence. Voilà. Et voilà, donc... ça n'est... Et quand Landowski fait le choix quand Malraux fait le choix de Landowski et que Boulez fait son spectaculaire « Pourquoi je dis non à Malraux » et quitte le territoire pour aller s'établir en Allemagne, exactement comme Berlioz un siècle avant, enfin un siècle et demi avant, Berlioz avait fait la même chose. La France ne me comprend pas, je pars en Allemagne, et tous les deux ont atterri d'ailleurs à Baden-Baden. Et donc... Donc, quand Malraux fait ce choix, j'ai appelé cette période les journées des dupes, par référence à ce qui s'était passé lorsque Louis XIII avait été sommé par la cabale des dévots de choisir entre la reine et Richelieu, la journée des dupes. Et tout le monde pense que le roi se retire à Versailles, Richelieu est obligé de partir, etc. Tout le monde pense que c'est les dévots qui ont
qui l'ont emporté et pas du tout, c'est Richelieu. Voilà. Et c'est l'histoire entre Boulez, Gaëtan Picon, qui est son protecteur auprès de Malraux et Landowski, ressemble exactement à la même chose. Tout le monde pense que la réputation de moderne, d'avant-gardiste de Boulez va convaincre Malraux, qui est lui-même un soutien de l'avant-garde, de prendre Boulez, et il prend Landowski. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui lui propose de résoudre le problème politique qui lui est posé, pour lequel il a été interpellé au Parlement, et l'autre qui ne propose absolument rien de tel. Voilà. Il propose juste de lui expliquer, enfin de prendre le contrôle de l'esthétique soutenue par l'État. Ce n'est pas le sujet de Malraux. Et donc, Malraux ne choisit pas entre deux compositeurs, il choisit entre un administrateur et un compositeur qui n'est pas administrateur. Voilà, bon. Et donc là, simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui est close, parce que le pouvoir politique d'aujourd'hui ne s'intéresse plus à la musique, en tout cas pas de la façon dont les prédécesseurs. Alors, quand est-ce que ça a commencé, on n'en sait rien, mais on est sûr qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Alors, je me suis amusée à regarder le programme des fêtes de la musique à l'Élysée depuis l'élection de notre président actuel. C'est tout à fait éloquent. Et donc, je pense que Boulez est le dernier. Et je pense que le centenaire si officiel qu'on lui consacre, c'est un peu voilà, la forme de conclusion, de fin de partie. Et donc, voilà, c'est la célébration de la fin d'une histoire. Et ça ne reviendra pas. Alors, est-ce qu'il faut le déplorer ? Alors, ça dépend du point de vue où on se place. Donc, je me suis permis de faire quelques réflexions personnelles. Je pense que, de toute façon, ce qui a fait la force de la politique du mécénat royal en France, c'est le goût des monarques. C'est le goût des gens qui l'ont mené. C'est le fait qu'ils ne savaient en face de qui. Louis XIV savait très bien que Charpentier était un immense compositeur. Il ne correspondait pas à sa politique, donc il ne lui a pas donné d'emploi à sa cour. Mais il l'a fait employer par sa famille. Et donc il lui a quand même permis de créer. Mais comme il avait un style italien et qu'il ne voulait pas l'abandonner, il ne voulait pas participer à la création du style français, donc il n'avait pas d'emploi à la cour. Mais Lully aussi était un très grand compositeur. Et de la Lande, Itou. Et de la Lande, qui a été choisi, qui était le choix personnel du roi lors du grand concours de recrutement des 4 titulaires du poste d'organiste de la chapelle, de la Lande est le choix du roi. Et il est meilleur que ceux de Lully, ceux de l'évêque Bossuet, etc. Et donc ce sont des gens qui s'y connaissent. Napoléon aime beaucoup la musique, connaît très bien la musique. Bon. Il ne s'entend pas avec Cherubini. Vous savez, il y a cet échange avec Cherubini. Napoléon lance un grand concours de création de musique pour l'armée qui commande. Et Cherubini lui présente sa copie. Ils sont italiens tous les deux, après tout. Et Napoléon lui fait à peu près la même réflexion que ce que Joseph fait à Mozart. Trop de notes, trop de notes. Et Cherubini lui dit, je ne vous donne pas de leçons de stratégie. Voilà. Et donc ça va être la fin de l'histoire entre Cherubini et Napoléon, parce que quand même l'ego de Napoléon l'empêche pas. C'est probablement celui dont l'ego, qui laisse déborder son ego, ce que n'a jamais fait Louis XIV. Mais il s'y connaît quand même. Les choix qu'il fait sont très heureux pour son époque. Il ne s'y trompe pas. Voilà. Aujourd'hui, où est ce mécène ? Où sont ces mécènes ? Voilà. Comme ils ne sont plus là, finalement, il ne faut sans doute pas regretter que le pouvoir se détache un peu de cela. Parce que quand même, certaines décisions assez récentes montrent une absence de lucidité du pouvoir dirigeant sur les questions musicales. Entre autres. Oui, mais enfin, moi, c'est mon seul sujet. Oui. Et donc, finalement, les musiciens se retrouvent face à leur public. Est-ce que c'est un mal ? Dans les compositeurs qui ne sont pas occupés du pouvoir, vous en avez quand même quelques grands noms. Alors, j'en ai cité un qui est Poulenc, donc, qui n'a pas voulu collaborer avec le Front populaire et que le Front populaire n'a pas voulu employer. Mais il y en a un autre qui s'est tenu à l'écart de tout ça, c'est Ravel. Alors, il se trouve que c'est les 150 ans de Ravel. En fait, les 100 ans de Boulez, mais pas les 150 ans de Ravel. Bon, c'est intéressant. Et Ravel s'est toujours tenu à l'écart de tout ça. C'est un très grand compositeur. Donc, finalement,
alors évidemment, il a utilisé les institutions, hein, il a utilisé tout ce qui a été mis en place pour la production de la musique. Donc il ne faut pas regretter ce legs-là que nous conservons. Il faut évidemment toujours créer un écosystème économique permettant la production et la reproduction de la musique et des musiciens. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'intervention directe dans la production, dans le choix des compositeurs. Voilà, c'est ça, c'est une histoire terminée et après tout, on peut vivre avec. Alors là, mais bravo. Je vais passer la parole, je ne vais pas vous l'enlever évidemment, mais à nos musicologues, à nos jeunes musicologues de service, au sens où ils n'avaient pas d'autre choix que d'être volontaires ce soir. Et donc voilà, à vous de jouer. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement riche. Vous avez noté beaucoup de choses. Surtout pour moi, et peut-être pour Thibaut aussi, ce qui nous intéresse plus, c'est les conséquences de Boulez. Comment j'ai beaucoup de questions en fait, mais je commence par là. Oui. Comment aujourd'hui, pour les jeunes compositeurs, pour les jeunes musicologues, etc., en fait, le pouvoir de Boulez, l'institutionnalisation de Boulez, etc., comment aujourd'hui, après sa mort, ça se manifeste dans le milieu de la musique contemporaine? Ah, je ne sais pas si on peut répondre objectivement à cette question. Voilà. Okay. Tout dépend du point de vue. À votre avis? Mais mon avis est subjectif. Oui. Très subjectif. Oui, allez-y. Je dois évoquer l'avis contraire. Manifestement, d'après la ministre de la Culture en poste, qui s'est exprimée sur le sujet en lançant le centenaire, Boulez est un musicien populaire, qui inspire les jeunes compositeurs. Voilà. Ça, c'est, disons, la thèse officielle. Elle a ses partisans. Vous avez toute une série d'écrits admiratifs de Boulez, de son esthétique et de son influence sur l'histoire de la musique. Alors, il faut distinguer peut-être Boulez et les institutions qu'il a créées. Alors, Boulez lui-même, disons que c'est un sujet controversé. Voilà. Ce qui est intéressant pour savoir ce qu'on peut penser de Boulez, c'est aussi de lire la littérature américaine. Probablement, c'est les Américains qui s'expriment le plus franchement sur Boulez. Qu'ils ont bien connu, puisqu'il a fait une partie de sa carrière aux États-Unis. Et disons qu'il n'a pas convaincu tout le monde aux États-Unis. Ça va de la franche détestation. Alors, j'ai failli citer un compositeur très populaire aux États-Unis qui a créé beaucoup qui était très populaire dans les réseaux, etc., et qui avait dit, mais je ne l'ai pas écrit, parce que je me suis dit, oulala, les Russes ont eu Staline, les Allemands ont eu Hitler, et les Français ont Boulez. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu raide, il faut reconnaître. Bon, sans doute un peu excessif. Mais on comprend. Mais voilà. J'ai eu une conversation avec John Schoening, qui est cité dans le livre parce que c'est lui qui a créé qui est en tout cas l'animateur principal du grand laboratoire de musique informatique de Stanford University, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le début des années 80, qui a eu quelques aventures à l'IRCAM. Il a été invité par Boulez à l'IRCAM et il m'a exprimé... il ne m'a pas parlé de Boulez personnellement, mais il m'a parlé du travail qu'il avait fait à l'IRCAM et il avait l'impression d'avoir perdu son temps. Il me l'a dit ça comme ça. Voilà. Donc il ne croyait pas dans le projet de l'IRCAM. Qui était donc de créer d'abord, le projet de l'IRCAM, c'était de renouveler complètement l'instrumentarium de l'orchestre. De ce point de vue, ça n'a pas vraiment fonctionné, en tout cas pas à l'IRCAM. Voilà. Ensuite, il y avait la question de savoir si le compositeur pouvait attendre d'ordinateur une véritable aide à la composition. Alors ça, c'est plutôt la période de l'intelligence artificielle que n'a pas connue Boulez. Donc il n'a pas vu arriver ce moment-là. Récemment, quelqu'un m'a demandé quelles sont les œuvres sorties de l'IRCAM. Je dis, à ma connaissance, l'œuvre la plus célèbre, c'est Réponse de Boulez. Oui. Ce qui déjà est une réponse, justement. Voilà. Oui.
l'influence de Boulez sur les jeunes compositeurs, ceux que je fréquente disent qu'il n'en a pas. Mais je ne fréquente pas tous les jeunes compositeurs. Hein. Il y a toujours des compositeurs qui suivent des cursus à l'IRCAM. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à l'esthétique boulésienne. D'ailleurs, l'actuel directeur de l'IRCAM m'a dit qu'il avait déboulésisé l'IRCAM. Mais il m'a dit ça dans une conversation privée, et je pense que dans ces conversations publiques, il nierait farouchement l'avoir dit. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi penser. Je sais que depuis que Boulez n'est plus là, les langues se délient quand même. Bon. Et j'ai pas l'impression que l'influence que lui prête le ministère soit si importante que ça. Mon ami Régis Campo, qui est récemment couronné meilleur compositeur par les victoires de la musique classique, pour une œuvre d'ailleurs remarquable, que j'aime beaucoup personnellement, et qui est un garçon très sympathique, qui est un quinquagénaire. Hein, voilà. Moi je suis septuagénaire, il est quinquagénaire. Donc il a fait ses études au conservatoire 20 ans après moi, et il a très mal vécu sa classe de composition. C'était Gérard Griset qui était son professeur. Et il a très mal vécu sa classe de composition parce qu'il avait l'impression d'être obligé de composer dans un style, dans une esthétique qui n'était pas la sienne. Voilà. Et maintenant, il le dit. Hein, il le dit. Bon. Et lui-même est professeur de composition à l'École normale de musique de Paris et au Conservatoire de Marseille. Il dit que les compositeurs qui sont ses élèves ignorent totalement Boulez. Et l'ignorent parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Voilà. Mais enfin, manifestement, il n'est pas un boulésien fanatique. Voilà. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que mon camarade du conservatoire, Michael Lévinas, qui lui est septuagénaire comme moi, et qui a fait ses études au conservatoire en même temps que moi, on était tous les deux en classe d'écriture au conservatoire. Alors on a eu moi en tout cas, j'ai eu les mêmes sentiments que Régis Campo, mais moi j'ai pris la tangente et j'ai fait autre chose. Je ne me suis pas obstinée. Michael s'est obstiné. Et il a été à l'IRCAM, etc., mais il a fait partie de ce qu'on appelait le groupe des spectraux, hein, avec Tristan Muraille, etc., qui ont essayé non pas d'écrire une écriture sérielle, mais de réfléchir sur le son dans l'espace, etc. Et en ce moment, quand il entend parler de Boulez, il dit simplement « encore Boulez ». Ouais. Ce sont juste des notations que je vous donne. Alors, à la Fondation des Traits que je préside, on a créé il y a 3 ans une résidence de composition musicale. C'est Régis Campo qui m'avait convaincu de le faire. J'avais quelques doutes, mais bon. Alors, évidemment, on a composé un jury. Il est présidé par Philippe Hersan, qui est un musicien dit indépendant. En tout cas, pas atonal, on est d'accord. Il y a Régis Campo lui-même, il y a 3 compositeurs. Et Thierry Esquèche. Bon. Aucun de ces 3 n'est dans l'esthétique boulésienne. Et même certains sont carrément en rupture, voire en rejet. Il y a un 4e musicien dans le jury qui est Alphonse Semin, qui est beaucoup plus proche de l'esthétique boulésienne, qui le joue, mais pas exclusivement. Hein. Qui est un chef d'orchestre, un pianiste, un accompagnateur, enfin, et peut-être même un peu compositeur, mais enfin surtout interprète, et qui lui aime bien ça. Voilà, donc il faut dire ça avec justice. Et puis le 5e musicien, c'est Yvan Alexandre, alors qui fait partie des anti-boulésiens récidivistes. Voilà. Donc voilà, bon, c'est assez représentatif comme échantillon, c'est pas les mêmes générations. Voilà, donc je pense que sur le plan esthétique, la postérité n'est pas évidente. En tout cas, ce qui a changé par rapport à la période où Boulez occupait pratiquement tous les postes de pouvoir, à la radio, le Pompidou, Châtelet, Philharmonie, Cité de la musique, etc. Il y a une libéralisation. C'est ça qui me frappe le plus, l'acceptation de la diversité des esthétiques, la fin d'une doxa absolue, soutenue massivement par toute l'institution, et la fin des épisodes que moi j'ai connus. Je vais terminer sur cette anecdote, qui est quand même révélatrice. J'ai fait de la production, j'ai commencé mon activité radiophonique peu après ma sortie de l'ENA,
en 77 ou 78. C'est Rémi Stricker, qui a été mon professeur d'esthétique musicale au conservatoire, qui m'a fait faire de la radio à France Culture, au service musical de France Culture. Et je produisais une émission qui était une quotidienne, mais moi je ne faisais pas ça tous les jours. Hein. Et nous avions la possibilité qui était une émission en direct, et nous avions la possibilité de commander une œuvre de 5 minutes pour 5 instruments maximum. Voilà. À vos choix? À votre choix? Oui, le producteur avait le droit de faire ça. Il y en avait d'autres. Il y avait Yves Petit-Devoise qui était producteur dans la même série que ça. Et j'avais demandé à mes camarades du conservatoire, qui est Olivier Greff, qui est aujourd'hui considéré comme un compositeur important, voilà, j'en avais commandé une à Olivier Greff, qui avait écrit un peu par provocation une œuvre en ut majeur. Voilà. La fureur, enfin cette création inattendue à Radio France a provoqué la fureur de la direction de Radio France, puisque on avait, paraît-il, pas respecté le quota maximum réservé aux compositeurs tonaux, écrivant de façon tonale. Et à la suite de cela, la possibilité pour les producteurs de faire des commandes a été supprimée. Voilà. C'est ça que j'ai vécu, moi. Voilà. Ah oui, mais c'est vieux, hein, années 70. Fin des années 70, quand même. Bon. Voilà, donc ça a disparu. Donc voilà, l'effet de libéralisation est à mon avis très, très net, et du coup la fin des tensions aussi, voilà, si vous voulez. Mais il reste quand même cette position officielle, cette espèce de postérité. Voilà. Allez-y, on va. Tu voulais pas. Non, mais allez-y, moi je reviens en deuxième d'après. Excuse-moi, j'utilise mon privilège d'hôte. Nous sommes en fait septuagénaires tous les deux. Et je reviens sur l'évocation que Boulez était un musicien populaire. Oui. Alors, adepte, je ne suis contrairement. Nous sommes de la même génération, mais je n'ai absolument pas vos compétences, évidemment, et votre cursus de musicologue, etc. J'étais, comme beaucoup de gens, un grand amateur de musique, y compris dans la période que nous évoquons. Et alors, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que de la musique qui passait pour contemporaine de l'époque, au sens de ce que produisait Boulez et tout cet appareil, pratiquement personne n'écoutait Boulez, alors qu'on s'y intéressait, puisqu'on écoutait par exemple Pierre-Henry. Stockhausen était extrêmement écouté et populaire, hein, y compris du grand public, mais Boulez, rien. Je veux dire, on entendait vaguement parler de l'IRCAM et des choses comme ça. Par exemple, si on prend le cas de Stockhausen, qui a quand même une énorme réputation mondiale à l'époque, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la France Boulez et Stockhausen, la musique allemande? Alors, Stockhausen et d'ailleurs le système allemand de l'époque dont a bénéficié Boulez, c'est pas un système étatique. Hein. Les grands mécènes publics de la musique sont les radios en Allemagne. D'ailleurs, la radio française a été longtemps le principal mécène de la musique, jusque dans les années... en fait, il a fallu créer la direction de la musique quand la radio a cessé de jouer son rôle, la radio publique. Mais elle l'a joué pendant 20 ans ou 30 ans. Et elle a été un immense mécène public de la musique, avec des orchestres partout, en région, des heures et des heures de diffusion, des commandes très importantes. Mais elle était, à l'époque, en fait, celui qui était derrière tout ça, c'était un compositeur qualifié de nul par Boulez, c'était Henri Rabaud. Voilà. Et d'ailleurs, la première diffusion d'une œuvre de Boulez, c'était la radio française. Bon, tout ça, ça a été oublié ensuite, voire nié. Hein. Et il y avait des gens, par exemple, parmi les gens très très importants, vous citez Schaeffer, c'était un studio... Schaeffer, Henri, enfin... Voilà, Henri, c'est Schaeffer, enfin c'est le studio Schaeffer. Et c'est un studio de la radio. La musique concrète, c'est un laboratoire de la radio. Et un très grand musicien, un très grand compositeur que moi, personnellement, si vous me demandez mon choix dans cette génération, encore qu'il est plus âgé,
c'est Dutilleux, mon choix. Oui, c'est vrai. Moi, le grand musicien de l'époque, c'est Dutilleux. D'ailleurs, j'ai joué Dutilleux et j'ai joué Messiaen. Bon, il y a certains boulésiens qui considèrent que je refuse absolument la musique moderne. Non, je ne refuse pas la musique moderne, je refuse d'assimiler la musique moderne à Boulez, c'est pas pareil. Et donc, moi, j'ai joué d'autres compositeurs, j'ai joué Messiaen et j'ai joué Dutilleux. Et j'ai très bien connu Dutilleux, et Dutilleux a été un acteur extrêmement important de la radio et du mécénat musical à la radio. Mais donc, en Allemagne, ce sont les radios qui ont créé les grands festivals et qui ont créé les grands événements de musique, qui ont créé les grands orchestres, compositions. Et c'est ce système radiophonique, décentralisé d'ailleurs en Allemagne, parce que chaque land a la sienne, qui a fait la réputation de Boulez comme compositeur. Mais aussi des autres, Stockhausen en particulier. Mais bon, voilà. C'est pas au début de la FNAC, je me souviens très bien, Fédération nationale d'achat des cadres, pas loin d'être cadre encore à cette époque-là, on achetait des disques de Stockhausen, en même temps qu'on achetait du rock, etc. On écoutait ces choses-là, mais pas du tout des disques de Boulez. Non, alors en plus, il y a d'autres musiciens quand même qui ont beaucoup protesté sur... quand il y a eu le grand affrontement entre Boulez et Michel Schneider, qui avait été directeur de la musique et qui avait été obligé de quitter qui avait été désavoué par Lang dans son conflit de pouvoir aussi avec Boulez, avait ensuite été confronté, avait écrit un livre qui a eu un certain succès qui s'appelait La Comédie de la culture, où il dénonçait le comportement de Pierre Boulez et du ministère d'ailleurs. Et Bernard Pivot avait organisé ce match qu'il adorait entre... Alors il y avait Boulez, Lang et Schneider. Schneider étant destiné évidemment à manger tout cru par les deux autres. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est Schneider qui a gagné le match, à la grande stupeur de tout le monde. Et il avait notamment interpellé Boulez en lui disant qu'il captait à lui seul la moitié des crédits de soutien à la recherche musicale. C'est-à-dire que 50%, plus de 50% de l'ensemble de l'aide officielle de l'État français à la musique, à la recherche musicale, c'est-à-dire non pas à la composition, mais à la recherche musicale, c'est-à-dire l'IRCAM en fait, et il ne restait que la moitié pour tous les autres, dont le Centre d'études mathématiques, le CMAMU de Xenakis. Oui, qui lui également était beaucoup plus écouté et populaire, incomparablement plus que Boulez. Comme j'étais... Il n'était pas à Paris, je crois, le centre de Xenakis. Non, il n'était pas à Paris. Le CMAMU, il était logé à Paris, je ne sais plus. Non, je ne crois pas qu'il est... Et il y en avait d'autres, il y en avait plusieurs. Le système a été étudié par Pierre-Michel Minguer dans Le paradoxe du musicien, qui... à la manière des sociologues, c'est-à-dire enfoui sous un langage particulier, dénonce aussi la même chose, en fait, la captation de l'essentiel des soutiens publics par un seul organisme, donc organisant une hégémonie, mais c'était organisé par les pouvoirs publics. Et moi, j'ai assisté en 1974, lorsque j'étais... Oui, c'était en 1974, c'était stagiaire à Beaubourg. Il y avait une présentation du projet de l'IRCAM au Théâtre de la Ville, et par Boulez et son entourage. Et il y avait Xenakis qui était là. Et Xenakis a pris la parole pour se plaindre que lui crevait de faim, on s'est même eu, qu'il a été obligé d'arracher franc par franc ses subventions, et que tout d'un coup, une manne de millions s'abattait sur l'IRCAM, alors que lui, qui était là depuis très longtemps, je veux dire, Boulez était parti, après tout, il revenait en gloire, mais enfin, il avait quitté la France, et lui, il n'arrivait pas à obtenir 3 sous, et tout d'un coup, voilà, et donc il disait, ne me demandez pas de m'en jouer. Et assez vite, il y a eu ce conflit entre différents musiciens, alors là, je vous parle des années 80, où souvent les premières critiques de Boulez sont venues du milieu de la composition avant-gardiste. Sur le thème, vous prenez tout l'argent. Voilà. C'est une critique corporatiste. Oui, mais ça donnait du pouvoir. Et ça créait une hégémonie de fait. Et la captation des soutiens publics par un seul groupe, c'est le contraire de ce que le ministère affirme faire par ailleurs, c'est-à-dire soutenir la diversité. Et il n'y avait pas de diversité dans la politique de soutien à la musique contemporaine. Voilà. Alors je vous ai coupé le sifflet, donc les questions du public. Tiens, c'est toi. Non, la réponse était faite.
Ah, la réponse est... vous l'avez faite à peu près, enfin je ne vais pas recommencer. Bon, donc Mais lui, il a ses questions Thibaut, à il a poser. sa question moi, qui prépare, qui Moi, je peux avoir des questions. consciencieusement préparée. Oui, bah en fait, ça rejoint quand même pas mal ce que vous venez de dire, mais je voulais savoir d'une certaine manière, parce que dans votre ouvrage, vous évoquez un épisode, une forme de querelle des anciens et des modernes, telle qu'elle se manifeste au moment de la création au Palais Royal en 1674 de la deuxième tragédie lyrique de Lully Oui. et Quirot, Alceste, et querelle qui porte sur la manière de moderniser la tragédie antique, et ici en l'occurrence celle d'Euripide. Et en fait ce passage m'avait... c'est le chapitre 2 du livre. Oui. Lisez le livre. Voilà, lisez le livre. C'est le chapitre que j'ai intitulé Le siècle des querelles. Le siècle des querelles, voilà. Et donc le passage sur Alceste. Et ça m'a interrogé, alors je sais bien que c'est pas exactement la même chose, mais je me suis demandé, c'est tout à fait relié en fait au sujet qu'on vient d'aborder, si d'une certaine manière vous interpréteriez également disons l'avant-garde viennoise de la seconde école de Vienne, également comme une querelle des anciens et des modernes. Est-ce que vous feriez un parallèle entre les deux épisodes, alors bien éloignés dans le temps, le premier 1674, l'autre des années 10-20. On rejoue constamment la querelle des anciens et des modernes, c'est un marronnier, comme on dit en journalisme. On le fait à propos de tout, on l'a fait à propos de la question de la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. C'est le dernier épisode, les anciens et les modernes. Ça, c'est de votre livre d'avant. Non, mais c'est Le Monde qui parle de ça. Oui, Le Monde sûr. parle de la querelle des anciens et des modernes à propos de savoir si on reconstitue la flèche du Vélinique ou si on fait une création contemporaine. Donc c'est comment dire, c'est une obsession de la société française que de ne pas être du côté des anciens. Et alors d'ailleurs, pour l'anecdote, effectivement c'est intéressant cette querelle des anciens et des modernes parce qu'en France elle commence par l'opéra et se termine par l'opéra. Elle commence avec la critique que Racine fait de la réécriture par Quinault de la tragédie d'Euripide pour l'opéra qu'il écrit avec lui, il s'appelle Alceste. Et Racine critique violemment les ajouts, les modifications faites par Quinault à la tragédie d'Euripide en disant qu'elles sont inutiles. Alors, il y a une réponse qui n'est pas faite par Quinault, mais qui est faite par Perrault, et qui explique que le bon goût moderne s'oppose à la conservation de vieilleries, et que, par exemple, une épouse amoureuse, c'est pas moderne. Bon, alors, et que il faut, voilà, et donc, et puis alors ici des auteurs latins, etc. Et donc, il y a une réponse de Racine, la préface d'Iphigénie, dans lequel il démonte complètement l'argumentation de Perrault, en montrant sa supériorité en connaissance de la langue latine d'ailleurs, et il écrase un peu Perrault sous son érudition. Voilà, c'est Racine quand même. Bon. Mais finalement, et donc c'est une chose complètement oubliée, qu'en France, la querelle des anciens et du moderne commence par l'opéra. Ce qui n'a rien de surprenant, c'est une querelle politique, la querelle des anciens et du moderne. Or, l'opéra, c'est un genre politique. Donc on commence par critiquer le genre du roi. Voilà. Même si Racine, par ailleurs, fera une grande carrière, n'est-ce pas? Il sera l'historiographe du roi avec Boileau, mais c'est après qu'il est nommé. Bon. Mais elle se termine aussi avec l'opéra, parce qu'il y a le grand discours de Perrault qui entend clôturer la querelle, et qui démontre, qui fait un discours à l'Académie française, et qui dit la preuve de la supériorité des modernes sur les anciens, c'est que les anciens n'avaient pas l'opéra. Voilà, donc c'est l'argument qui tue. Donc on est meilleur. Voilà. Et voilà, bon. Alors, c'est resté, cette histoire de querelle des anciens et modernes, ça a été une querelle internationale. Marc Fumaroli a décrit la querelle qui commence bien avant en Italie, qui se poursuit, enfin, qui touche l'Europe entière. Pour notre jeune public de néophytes qui regardera la vidéo, je mettrai des notes de bas de page vidéo. Oui. Donc on va pas s'étendre mais sur voilà. le contexte. Donc elle est européenne, mais enfin elle a cette version française très spécifique. Et la France est restée obsédée par l'idée que c'est une nation moderne et qu'il ne faut pas qu'elle tombe du côté des anciens. Donc on la rejoue à propos de tout et de rien. Voilà. Donc effectivement, le dodécaphonisme est une des formes, enfin la seconde école de Vienne, comme vous dites, c'est-à-dire Schoenberg, Webern, trilogie sacrée, qui invente un nouveau langage musical, atonal, radicalement atonal,
Et Schoenberg dit que ça assure à l'Allemagne 1000 ans de domination musicale, quand même. Ah, Donc, le légèrement, Reich de Milan, déjà. voilà, légèrement nationaliste. Mais bon. Et à la fin, Schoenberg abandonne le dodécaphonisme. Hein, il revient à un système plus ou moins tonal. Mais bon, à la fin de sa vie, je veux dire, une fois arrivé aux États-Unis. Cette révolution viennoise, Boulez a beaucoup dit qu'elle était passée inaperçue d'une France qu'il qualifie de provinciale. Voilà. En réalité, les musiciens français connaissent parfaitement la musique viennoise. Certains d'entre eux ont été visités Schoenberg, l'ont rencontré, et on a joué des extraits du Pierrot lunaire, par exemple, à Paris, avant la guerre de 40. Donc, contrairement à... Et Ravel, en particulier, connaît très très bien cette musique. Simplement, ils n'ont pas adhéré à ce projet. Eux, ils ont une autre modernité. Ils ont une autre orientation musicale. Debussy, par exemple, se pose la question de la tonalité, mais d'une façon très debussyste. Il y a un échange très intéressant quand il revient de son séjour à la Villa Médicis. Il discute avec un de ses condisciples et avec un de ses maîtres, et il dit il faut noyer le ton. Voilà. Il y a déjà ce problème de la tonalité. Comment c'est surtout le problème de Wagner, n'est-ce pas, avec l'extension des accords, etc., le chromatisme de Wagner. Donc tout le monde se pose la question de savoir où en est la tonalité selon Rameau, quoi, un petit peu selon la théorie harmonique de Rameau. On est en train de déborder, etc. Donc quelle est la suite? Et Debussy se pose beaucoup la question de la suite de Wagner. Bon, et pas du tout sur les histoires de Schoenberg. Comment survivre à Wagner? Et il propose à ses amis, à ses condisciples et à ses maîtres, de noyer le ton. Ce qui est exactement une certaine définition du debussisme, hein, qui lui sera ensuite reproché par Cocteau, qui parle des brouillards debussistes. Hein, voilà. C'est la même chose, il faut brouiller le ton parce qu'il y a un problème de surmonter. Donc tout le monde se pose la question de que devient la tonalité. Mais il n'y a que les Viennois qui récusent complètement toute l'histoire de la musique et l'organisation des sons selon une hiérarchie. Debussy n'y renonce pas, il cherche à élargir la possibilité de jouer avec ça. Voilà, et donc, il y a un livre qui paraît en ce moment qui s'appelle L'invention de la musique moderne, 1913, l'invention de la musique moderne, et qui compare deux événements, tous les deux en 1913, à un concert des 3 Viennois à Vienne qui fait un scandale, et la création du Sacre du Printemps par Stravinsky à Paris en 1913 qui fait un scandale. Voilà. Et il dit c'est le début de la musique moderne, jamais plus on écrira la musique comme avant. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que après la guerre de 14-18, il y a ce qu'on appelle le retour à l'ordre, les néoclassiques. C'est après 1913. Et d'ailleurs, ce retour à l'ordre, il a lieu aussi dans l'art, l'abstraction. Voilà. Donc, il y a constamment des retours. Cette idée d'une histoire linéaire de la musique avec un progrès continu, le avant-après en permanence, c'est une illusion. Dans l'art, ça n'existe pas. Il y a des cycles, des retours en arrière. Moi, j'ai toujours, par exemple, fait souligner que la grande révolution musicale du XVIe siècle, c'est l'invention de l'opéra. Qu'est-ce que c'est que l'opéra au début de l'histoire de l'opéra? C'est une monodie accompagnée. C'est une régression formidable sur le plan technique par rapport à la polyphonie de 10 à 12 voix du XVe siècle. Techniquement, c'est un retour formidable en arrière. C'est un retour à une simplicité biblique, j'allais dire. Et pourtant, c'est une révolution vers la simplicité. Homérique. Oui, voilà. Puisqu'Homère s'était chanté quand même, il faut le rappeler. Oui, donc il n'y a pas de chemin obligé. Il y a plusieurs chemins de modernité, il y a plusieurs modernités. Et en ce moment d'ailleurs, l'ensemble des musiques revient. Alors, par exemple, songez à ce qu'on a pu dire en France des répétitifs américains. C'était considéré comme minimaliste et répétitiste, considéré comme des demi-idiots, voilà. Bon. Mais c'est finalement, elle a produit des très grandes œuvres, cette révolution américaine, qui est pourtant aussi une régression sur le plan technique par rapport au sériel, à la technique sérielle. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment
pas trop penser en termes linéaires comme ça, parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est vrai que du point de vue des postures, c'est classique. Mais vous êtes toujours l'ancien de quelqu'un et le moderne d'un autre. Hein, voilà. Donc il faut s'y résigner. Et puis, en décrivant la carrière de Saint-Saëns, qui a été un de ces musiciens qui ont vécu très longtemps, vous décrivez ce cas particulier d'un musicien qui commence très jeune et qui est un enfant prodige, et qui termine très vieux et qui devient un vieillard réactionnaire. Non, sublime, je dis tout. Les Français aiment bien les vieillards sublimes, mais surtout un vieillard réactionnaire. Mais il a été un musicien d'avant-garde. Mais évidemment, il a vécu 90 ans, à la fin, il est à l'arrière-garde. Voilà. Mais n'empêche, sa musique reste, voilà. Mais vous avez raison. De toute façon, on est toujours dans cette querelle éternelle des anciens et des modernes, et il faut, dans l'esprit français, être du côté des anciens, c'est quasiment impensable. Il faut être du côté des modernes. Depuis Louis XIV. Depuis, oui, probablement. Oui, enfin encore je reprends votre livre. Oui. Est-ce qu'on peut poser plus de questions? Allez-y. Après, on va passer la parole peut-être au public, mais enfin, on a encore un petit peu de temps. C'est possible, 2 questions encore. Vas-y, Misaki. Okay, la première question, vous avez évoqué la maçonnerie, le pouvoir de maçonnerie. Est-ce que ça, je ne sais pas si c'est facile à répondre ou pas, mais cette sorte, comment dire, pas la dominance, mais pas monopolisation. Bon, avant, c'était la monopolisation, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie. Oui, la franc-maçonnerie, pardon. Donc, il y a 90% des musiciens étaient francs-maçons, etc. Est-ce que cette tradition continue aujourd'hui? Non. De manière générale, la tradition maçonnique, c'était pas que chez les... je parle sous votre contrôle, mais ou notre génération, est beaucoup moins répandue qu'elle ne l'était il y a encore seulement 25 ou 30 ans. Ça s'est considérablement atténué, je veux dire, parce que l'impact, y compris politique, et donc en termes de pouvoir, et y compris en termes de carrière, parce que c'est ça quand même le secret de l'affaire, l'influence de la maçonnerie s'est considérablement estompée. Mais c'était pas que chez les musiciens, c'était assez général. Dans tous les milieux. Voilà. Oui, parce que c'était les premiers réseaux qui permettaient de faire une belle carrière en se faisant un carnet d'adresses, etc. Mais la maçonnerie du 18e, la maçonnerie française du 18e ne ressemble pas à ce qu'on connaît aujourd'hui de la maçonnerie. Et puis elle ne ressemble pas non plus à la maçonnerie britannique et pas non plus à la maçonnerie allemande. Mais elle explique par exemple probablement l'échec de Mozart dans son 2e séjour à Paris. Parce que Mozart arrive à Paris quand il est jeune homme, et non plus quand il est enfant. Il vient chercher des emplois, il vient chercher une position à Paris, et il repart sans l'obtenir, aux grandes dames de son père qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Et pourtant, il a fait la démarche capitale. Il est allé voir Gossec, qui est le vrai patron de la musique française. Il le dit à son père, que c'est Gossec qu'il faut aller voir. Mais il fait quelque chose que son père ne comprend absolument pas. On lui propose le poste d'organiste de la chapelle, autrefois occupé par Couperin le Grand, et il refuse. Et il explique à son père que le pouvoir n'est plus à Versailles, il est à Paris. Mais il n'aura pas de commande significative. Pourquoi? Il n'est pas maçon. Pourtant, il fait des opéras clairement maçonniques. Plus tard, il sera maçon plus tard. Mais quand C'est il est à Paris, il n'est pas maçon. Et il adhérera à la maçonnerie de son empereur, de Joseph. Joseph, le empereur d'Autriche, est maçon. Voilà. Et alors que la maçonnerie française n'est pas du côté du pouvoir. Elle est du côté de l'opposition politique. Et c'est pas la maçonnerie britannique et la maçonnerie autrichienne, c'est une maçonnerie d'opposition. C'est une maçonnerie qui prépare la révolution. C'est là que se cuit la révolution, si je puis dire. Et les musiciens, comme je l'ai dit, ils jouent un rôle important à cause du rituel. Ils ont un rôle spécifique que n'ont pas les autres artistes. Et donc c'est pour ça que c'est particulièrement attractif pour eux. Voilà. Et puis ils rompent ce lien un peu servile, très critiqué par Mozart, entre le mécène princier et son musicien. Voilà. Ils se voient tous, et ce sont comme des obligés des grands seigneurs. Une fois qu'ils rentrent dans la maçonnerie, ils sont des frères. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on leur fait croire. Voilà. Et donc c'est pour ça le succès. Mais la conséquence c'est ça. Et la différence, c'est Haydn, lui, a plein de commandes. C'est un maçon. Il a la grande commande des symphonies parisiennes. Il est très très joué à Paris. Alors c'est l'autre raison pour laquelle il n'y a pas de place pour Mozart avant la Révolution à Paris, parce que toute la place est prise par Haydn.
Et les symphonistes français, car une grande école symphonique française à la fin du XVIIIe siècle, qui ensuite sera abandonnée au début du XIXe, mais parce que justement la symphonie allemande va régner. Hein, je cite le Cousin Pons de Balzac, où Balzac explique que les musiciens sont... Dans le Cousin Pons, il y a le personnage de Schmulk, vous savez, qui est le musicien qui vit avec Pons, et qui est décrit par Balzac comme le bon allemand, et il dit musicien, etc., 12 hommes, musiciens, etc., et allemand comme tous les musiciens. Voilà. Donc il y a un préjugé sous la Restauration que la musique est allemande. Voilà. C'est le basculement, ce n'est plus l'Italie, c'est l'Allemagne. Voilà. Au début, et à l'époque, c'est encore une période où l'Allemagne est le bon ami, le bon voisin. Hein. Ça va changer après Sedan. Merci. Dernière question, si c'est possible. On revient légèrement sur Boulez encore. Oui. Ce qui m'a notamment intrigué dans votre livre, oui. C'est le dernier chapitre sur Boulez, et notamment, vous avez une citation, j'ai oublié c'était qui, excusez-moi, j'ai oublié de noter, mais Boulez s'était élevé contre l'académisme, il s'incarne désormais l'académisme, etc., etc. Oui. Ça, cette citation, je trouve vraiment très intéressant, et ça... Oui, ça c'est en fait. son biographe chez Fayard, qui est Christian Merlin, qui est le critique musical du Figaro, qui est une biographie que Christian Merlin présente comme neutre, objective, je dirais objective, versant plutôt favorable. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a été critiqué par les Boulésiens, parce que, bon, voilà. Alors, j'ai beaucoup cité, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit, d'autres que je ne partage pas, mais il a bien travaillé sur le sujet. Et effectivement, c'est le basculement qui fait que Boulez, tout d'un coup, devient, lui qui était un révolté contre l'establishment, il est devenu l'establishment. Et donc, il aura ses propres révoltés. C'est le début de la fronde anti-boulésienne des jeunes. Voilà. Il y a eu la fronde de ses collègues, enfin de ses contemporains, qui trouvent qu'ils captent tout l'argent et le pouvoir. Mais il y a la fronde des générations qui rentrent et qui, de même que Boulez a pris les néoclassiques, Jolivet, etc., comme cible, en disant qu'ils étaient nuls, dépassés, inutiles, il va être à son tour la cible de la jeune génération qui, pour s'affirmer et arriver à la notoriété, s'attaque à la célébrité et s'attaque à Boulez. Voilà. Et donc ça va être la génération très bien incarnée par Karol Beffa, qui est l'un des grands porte-parole. En plus, Karol Beffa est couvert de diplômes. Hein. C'est un cas. Beffa est un cas en soi. Hein. Il est normalien, agrégé de musicologie, professeur de musicologie à l'école normale, mais il est aussi multiprimé du conservatoire, où il a fait absolument toutes les classes, il a 9 prix, je crois, du conservatoire. Donc, il a absolument tout. Il y a aussi une thèse, mais une double thèse, je crois, et c'est le fils d'un mathématicien et le neveu d'un grand industriel, et Karol Beffa va se mettre à la tête des jeunes anti-boulésiens. Voilà. Mais vous avez eu un personnage totalement différent qui est mort très récemment, qui est Benoît Dutertre, qui a écrit un livre qui a fait du bruit, Requiem pour une avant-garde, mais alors là c'est un pamphlet. Mais il avait du talent, Dutertre, et puis il avait un talent multiple. Il était très sympathique, il avait un talent multiple, très bon écrivain, multiprimé, etc., journaliste, animateur, conférencier. Et ensuite, il avait fait de très bonnes études musicales. Et il a, mais lui, il a opté pour Landowski. C'est le clan d'en face, si je puis dire. Dutertre a opté pour... s'est rapproché de Landowski, il a travaillé avec Landowski, et ils ont créé ensemble Musique Nouvelle en Liberté, qui était une association de loi 1901, qui se proposait de jouer la diversité des esthétiques contemporaines contre l'hégémonie hircamienne, donc qui finançait tous les autres. Voilà. Et ça a été le cadeau de Chirac à Landowski,
quand il a quitté le Châtelet, pour le laisser à Stéphane Missler. Et donc, en compensation, il a pu créer ça avec les subsides de la ville de Paris. Et cette association qui a fait des centaines de commandes, hein, des centaines de compositeurs différents, tous d'esthétiques extrêmement diverses, montrant qu'il était possible de faire une politique de soutien à toutes sortes d'esthétiques musicales sans régimenter d'un côté ou d'un autre. Et Duterte a été l'adjoint de Landowski dans cette opération, puis son successeur à la présidence de Musique Nouvelle en Liberté, qui a été récemment intégré dans le Centre National de la Musique, non pas dans la Maison de la Musique Contemporaine, enfin elle a été fusionnée avec d'autres, elle n'a plus d'autonomie maintenant. Et donc elle a joué un rôle important dans le soutien aux musiques autres. Pour l'anecdote, Duterte était venu présenter ici son livre, qui était un pamphlet contre Hidalgo. Ou du moins le. D'accord. Enfin, vous vous souvenez du contexte, oui. Et on avait beaucoup rigolé. Mais c'est pas sans rapport avec le thème de la question que nous sommes en train d'aborder. Voilà. Et donc, effectivement. Il y a un autre jeune compositeur qui fait partie aussi de cette génération de révolte ouverte et médiatique, qui est Zigel, oui. Jean-François Zigel, oui. Autre multiprimé du conservatoire. Maintenant, c'est un animateur de télévision, donc ça échappe un peu à tout le monde. Mais en fait, il a 7 ou 8 premiers prix aussi, de tous les prix du conservatoire. Et c'est un improvisateur extraordinaire. Carole Beffa aussi, d'ailleurs, improvise très bien. Et alors, ça fait partie des gens qui ont eu une surface médiatique qui leur a permis de... Alors, Zigel avait signé un article très drôle dans Le Monde qu'il avait intitulé « Je ne suis pas paranoïaque, mais ». Alors, c'était de Boulez qui parlait. Bon. À la suite d'un éclat de Boulez, il avait ironisé sur les coups de colère de Boulez, cet article « Je ne suis pas paranoïaque, mais ». Mais ensuite il est devenu très célèbre avec sa leçon de musique. Oui, absolument. Qui joue absolument la diversité totale. Il n'est pas du tout dogmatique. C'est un très bon musicien et très bon instrumentiste. Et donc, il est très pédagogue, il arrive à présenter les choses pour un grand public. Et donc, il est devenu une vedette, une star médiatique. Et donc, il a un peu abandonné ce terrain de la lutte pour... lui-même est compositeur, mais finalement, il a moins composé, alors que Beffa est resté un compositeur très, très actif et très fécond. Hein. Il compose énormément, Beffa. Et en plus, comme c'est un professeur, et il a créé un scandale, et on lui a donné le Collège de France, qui a eu Boulez comme professeur pendant 10 ans, une chaire permanente, donc, a donné une chaire annuelle à Beffa. Et dans l'une des séances que Beffa a organisées lors de sa chaire, il a invité un improvisateur qui s'est mis à caricaturer la musique de Boulez. Et ça a fait un scandale. Voilà. Et un certain nombre de personnes maladroites ont écrit à l'administrateur du Collège de France pour lui demander de renvoyer Beffa. Alors bon... Ça n'a pas marché. Mais enfin bon, c'était une chaire annuelle en plus, c'était idiot, quoi. Il a terminé son année quand même. Et donc ça fait. Et c'est là où il y a eu un article de Pascal Horry qu'il a intitulé Fin de partie, point d'interrogation, titre que j'ai repris pour ma conclusion, parce qu'il a dit cet incident signe la fin de l'adhésion inconditionnelle de l'intelligentsia à Boulez. Voilà. On va, comme le temps a filé, il y a peut-être des questions dans le public. Oui. Oui. Je voulais parler, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. J'ai envie de vous parler de l'évolution de la musique populaire, par exemple par rapport au début du XXe et par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire le déferlement de la musique anglo-saxonne. Oui. Ce genre de choses qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, mais je voudrais savoir votre opinion là-dessus un petit peu, parce que c'est de l'influence politique également, tout ça c'est un système qui vient d'ailleurs et qui est à l'époque de la globalisation qui a l'importance, parce qu'on écoute maintenant tout ça en France, quoi. Alors ça c'est le rôle prescripteur des radios, vous savez. Ce que vous entendez, c'est beaucoup des choses qui ont été programmées par les radios. Alors maintenant, et en plus, il y a Internet, hein, voilà. Il y a YouTube qui joue un rôle très considérable. Donc ce sont des réseaux mondiaux, comme vous le savez. Et donc déjà, alors il y a eu une régulation de la production de musique, diffusion de la musique sur les radios, une régulation européenne d'ailleurs, mais avec une version française
qui réservait des quotas à la musique française, avec les chansons françaises, etc., ou la musique européenne, pour protéger un peu la diffusion de la musique populaire ou de variété, ou qu'on appelle actuelle maintenant, les musiques actuelles, on appelle ça, donc contre un excès de présence des musiques étrangères, surtout anglo-saxonnes, parce que c'est comme le cinéma, ce sont des musiques qui sont amorties sur des grands marchés intérieurs. Hein. Les États-Unis sont un marché immense pour l'intérieur, donc ils amortissent leur production, puis ensuite ils exportent à des prix cassés. Un phénomène qui frappe le cinéma, mais aussi la musique enregistrée. Au cinéma, c'était intégré même au plan Marshall. Oui, et donc il y a en plus les majors du disque, maintenant c'est un système très mondialisé, la musique enregistrée que vous entendez, et donc il y avait 4 ou 5 grands groupes, dont 3 anglo-saxons, et donc alors tout ça a été un peu très très déstabilisé par l'arrivée d'Internet. Le système s'est recomposé. Enfin, ça reste quand même, les réseaux sont contrôlés par des grands, enfin par les grands groupes, des majors aussi, mais ce ne sont plus les disques, mais ce sont les gestionnaires de réseaux. Multimédia, comme on dit. Voilà, maintenant. les GAFA. Voilà. Et tout ça, ça reste très anglo-saxon. Donc là, c'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir économique. Hein. C'est la force des multinationales, comme on disait autrefois, enfin des groupes mondiaux d'aujourd'hui. Néanmoins, il ne faut pas... la musique de production hexagonale est extrêmement dynamique et s'exporte beaucoup. Et alors, au passage d'ailleurs, j'ai dû le remarquer dans plusieurs... Les jeunes musiciens de producteurs français, enfin des compositeurs non savants, mais enfin je veux dire, qui créent quand même la musique, c'est pas de la musique écrite, mais enfin peu écrite, bon. Ce sont pour la plupart des élèves des conservatoires créés par Marcel Landowski. C'est le paradoxe, c'est que ce sont des enfants de Landowski. Regardez la jeune chanteuse là, qui fait beaucoup parler d'elle, Zoé de Sagazan, c'est ça, c'est pas Saoud, ouais. Voilà. Elle a fait un conservatoire à Nantes. Comme beaucoup de ces musiciens, parce qu'ils ont tous la même formation. Il y avait un journaliste qui me citait le cas de Michel Legrand, enfin comparant à Boulez, en disant Michel Legrand était beaucoup plus joué que Boulez, ce qui est factuellement vrai. C'est vrai. Et il me disait c'était un élève de Nadia Boulanger, alors il qualifiait Boulez de dictateur. Enfin bon. Mais en fait, j'ai dit non, il était élève de Nadia Boulanger, entre autres, mais en fait, c'était une gloire du Conservatoire de Paris. Moi, quand j'étais aux classes au Conservatoire de Paris, on se racontait de génération en génération d'élèves. Moi, j'étais en classe de Conservatoire de Paris dans les années 60, hein, ça ne nous rajeunit pas. Bon, enfin, pas moi en tout cas. Oui, enfin moi, mais voilà. Donc, on se racontait les exploits de Michel Legrand dans son entrée en classe de fugue au Conservatoire. J'ai fait juste l'harmonie et le contrepoint, elle n'a pas été jusqu'à la fugue. C'était de plus en plus compliqué. Hein. Beffa était le premier prix de fugue, Zigel aussi, etc. Et Michel Legrand. Et donc, il y avait une épreuve d'entrée en classe de fugue au Conservatoire. On est enfermé dans une pièce sans rien des oreilles pour entendre et un papier, une règle pour écrire et un crayon. On n'a pas le droit de toucher au piano. Donc on compose dans sa tête. Et on était enfermés, je sais pas, 8 heures pour l'entrée en classe de fugue. On devait écrire l'exposition, le premier développement de la fugue en 8 heures. Et puis à la fin, on était enfermés, je ne sais plus, 18 heures et on écrivait la fugue entière pour avoir le prix. Michel Legrand était rentré. Voilà, et en 8 heures, il avait écrit sa fugue complète. Voilà. C'était un génie de l'écriture musicale, Michel Legrand. C'était un des compositeurs les plus savants qu'on ait connus au Conservatoire. C'était une légende. Et donc, il ne sait pas du tout, par pauvreté ou par absence, il a fait de la musique de film, comme d'ailleurs avant lui, Saint-Saëns, Millot, Auric, etc. Le groupe des Six a beaucoup contribué aux musiques d'opéra et aux musiques de film. Et donc, il a opté pour la musique de film. Mais c'est vrai qu'il était très amer, il m'en avait parlé, moi, à la fin de sa vie, de la déconsidération qu'il avait subie en France. C'était un musicien mondialement célèbre et très admiré, très adulé. Hein. Mais il était désolé de ne pas être reconnu par le milieu officiel de la composition, qui le méprisait
parce qu'ils n'avaient pas compris l'importance de la révolution sérielle. Voilà, ça faisait partie des compositeurs inutiles. Voilà. Et donc, le cas de Maurice Jarre aussi, qui avait également eu une réputation absolument, une autorité. Mais Maurice Jarre, c'était la génération d'avant. C'est ça. Tandis que le grand. Maurice Jarre, il n'était pas. J'ai pas le sentiment qu'il était rejeté, il était plutôt. Non, mais c'était bien vu. C'était la génération d'avant. Oui. Michel Legrand, c'est vraiment la génération. Cette génération il vient de mourir, hein, donc il est mort il n'y a pas très longtemps, et donc il a subi cette opprobre portée sur les musiciens qui n'avaient pas su comprendre le tournant du modernisme. Alors le problème, moi je résume un peu les choses en disant, il y a une confusion en France de vocabulaire entre modernité et modernisme. Le langage boulésien est moderniste, mais il ne résume pas la modernité. Voilà. On peut dire ça ? Voilà, si vous voulez, ou sans ça, on met un terme. On peut faire une petite conclusion, si vous voulez. Vous faites une conclusion. Vous faites une conclusion. Oui. Allez, faites une conclusion collective. Collective, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire que je pense que c'est une spécificité française cette histoire de relations si intenses entre le pouvoir et la musique et les compositeurs. C'est une spécificité française qui est liée à un certain nombre de facteurs qui sont propres à la France. C'est un État ancien, centralisé depuis l'origine. Il y a donc une autorité centrale unique. En plus, c'est un État, c'est une nation qui a toujours privilégié les exécutifs forts. Et c'est très directement lié. Chaque fois que l'exécutif est effacé par le parlementarisme, on voit un retrait de l'intervention au plus haut niveau. Mais à ce moment-là, c'est les institutions publiques qui prennent le relais. Et donc, il y a des lieux de pouvoir différents, mais il y a toujours... tout se passe toujours à Paris. On peut me faire le reproche que je parle surtout de Paris, mais parce que tout se passe à Paris. Et on voit très bien, d'ailleurs, l'effet de Paris sur certains profils de compositeurs. Il y a plusieurs points communs entre Berlioz et Boulez. D'abord, leur nom. Oui, c'est vrai. Mais surtout, ils ont en commun d'être des provinciaux. Des provinciaux qui arrivent tardivement dans le système. Boulez arrive à Paris en 1942, il est né en 1925. En réalité, au regard des carrières habituelles du compositeur, il est déjà vieux. Et il n'a pas été formé dans le moule. D'ailleurs, il n'arrivera jamais à rentrer dans le moule, parce qu'il n'a jamais réussi à rentrer au Conservatoire de Paris. Il a été élève libre dans la classe de Messiaen, qui était une classe d'analyse. Donc il est à côté du système. Berlioz, de la même façon, il vient de sa province, il monte à Paris, il arrive tardivement. Mais lui, il entre au Conservatoire, il fait le cursus honorum, il fait des classes de composition, le prix de Rome, et il va finir par rentrer à l'Académie. Donc, c'est à la fois en dehors de l'institution, il entre tardivement à l'institution, et finalement, il ne sera jamais adapté à l'institution, il va devenir un militant anti-institution, ce qui explique d'ailleurs l'échec de sa carrière officielle. Échec relatif quand même, parce qu'il termine à l'Académie des Beaux-Arts, et c'est évidemment une gloire musicale immense. Mais l'échec relatif quand même, en tout cas, lui l'a vécu comme un échec. Et dans les deux cas, ce sont ces parcours de provinciaux qui arrivent à Paris pleins d'agressivité, parce qu'il faut qu'ils s'imposent sur la scène unique du pouvoir musical qui est Paris. Tout le reste imite Paris. Et ça, c'est propre à la France. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas les mêmes systèmes dans les pays qui, comme l'Allemagne, sont carrément fédéraux, où il y a multiples centres de pouvoir, donc des concurrences, y compris des concurrences de goût et de mécènes, ou l'Italie, pareil, ou la Grande-Bretagne, qui est un régime parlementaire, où l'exécutif est depuis très très longtemps réduit à un simple rôle de représentation. Et donc je crois que c'est pour ça que c'est un système aussi unique. Et finalement, bien que nous soyons en République depuis un certain temps, tout le monde parle de monarchie républicaine. Et il y a un reste de monarchie d'Ancien Régime dans la façon dont le pouvoir politique français gère les arts, et en particulier la musique, parce qu'il y a une complicité des musiciens là-dedans. Pour les raisons que j'ai dites, il y a des demandes des musiciens de soutien public, et puis parce que les musiciens sont des gens qui aiment l'ordre et la discipline, et la hiérarchie.
C'est un milieu très profondément hiérarchisé, régi par des systèmes de concours, du début jusqu'à la fin. Et comment fonctionne un orchestre, vous avez beaucoup d'ailleurs de films qui jouent comme ça sur le rôle dictatorial du chef d'orchestre. Et évidemment, vous n'a pas échappé que Boulez est surtout célèbre comme chef d'orchestre. Voilà. Et un chef d'orchestre, c'est un chef, comme dit l'autre. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vais débarrasser.